Ce n'est donc pas un hasard si Black Lives Matter a fortement ciblé le champ médiatique et culturel pour mener bataille. Le sujet des violences policières et de la justice raciale en général est désormais discuté quotidiennement dans les colonnes et sur les ondes des plus grands médias. Une énorme production cinématographique et documentaire a remis la question raciale au centre. Il s'agit à la fois de déconstruire et contredire les discours dominants qui criminalisent les Noirs, de se réapproprier les mots et les images et de promouvoir des représentations plus inclusives, plus fidèles, plus positive. Pour transformer les manières de voir et de penser, les activistes élaborent une critique des médias et de l'histoire telle qu'elle est enseignée. Ils et elles intègrent des rédactions et prennent la plume et la parole partout où c'est possible. Il fallait bousculer et contourner les médias traditionnels dominants parce qu'ils jouent un rôle décisif dans la normalisation et la légitimation de l'ordre social et racial. Et pour cela, les réseaux sociaux se sont révélés précieux, notamment Twitter. Les hashtags comme Black Lives Matter, MeToo ou même Make America Great Again, le slogan de Donald Trump, apparaissent régulièrement en tendance et influencent le débat public plus général. Pour les Noirs et pour les Hispaniques, Twitter est même un vecteur d'engagement politique important, plus que pour les Blancs, qui ne manquent pas de canaux d'expression. Le premier biais des médias est que, par nature, ils isolent les cas les uns des autres en individualisant les récits. On parle des violences policières quand il y a une victime et on relate les spécificités du cas en question. Cela empêche de voir les points communs et les grandes tendances. Donner un hashtag à chaque victime et l'associer au hashtag Black Lives Matter permet de connecter et de relier ces individus les uns aux autres. Pour Ashley Howard, dont les recherches examinent les connexions entre violence et résistance dans l'Amérique noire, en faisant cela, les cyberactivistes perturbent la tendance des médias principaux de décrire les meurtres policiers comme des événements locaux et singuliers. D'autres hashtags ont participé à la critique de ces discours médiatiques sur les Noirs. Ce fut le cas des hashtags If They Gun Me Down et No Angel, qui critiquaient le traitement iconographique et éditorial du meurtre de Michael Brown, en faisant référence à tout un imaginaire de la violence urbaine, alors que c'était lui la victime. La pression publique a forcé les journalistes mainstream à choisir des images différentes pour représenter Mike Brown et à déplacer le débat sur ces supposées bêtises aux disparités raciales dans le pays. Le hashtag Say Her Name est un autre exemple de l'efficacité de ces hashtags. Dans ce cas, il permet de lutter contre l'invisibilisation des femmes victimes de violences policières. Mais c'est évidemment le hashtag Black Lives Matter qui a joué le plus grand rôle dans l'affirmation que la vie des Noirs compte et dans la consolidation du mouvement social. Il a été mentionné 48 millions de fois entre le 1er janvier 2013 et le 7 juin 2020. Le nombre de mentions du hashtag permet de suivre la progression de la mobilisation. Ainsi, le 25 mai 2020, le jour du meurtre de George Floyd et de la première diffusion de la vidéo, le hashtag Black Lives Matter est mentionné dans 218 000 tweets. Après le démarrage des manifestations, le 27 mai, il y a eu environ 1 million de mentions par jour. Puis, le hashtag a connu un pic record avec 8,8 millions de mentions le 28 mai. L'utilisation de termes connotés, comme dans le portrait de Michael Brown dans New York Times, de métaphores, de métonymies racialement codées est courante et relève d'une injonction à l'irréprochabilité qui revient à porter le blâme sur la victime. Il est courant en effet de débattre sur la respectabilité de la victime plutôt que sur ce qui lui est arrivé. Rashawn Ray a ainsi montré comment la capuche de Trayvon Martin n'était pas un simple détail vestimentaire, mais constituait un stigmate racial fort, faisant dire à certains que, s'il n'avait pas porté cette capuche, Trayvon ne serait pas mort. Pendant plusieurs mois, la capuche est devenue un symbole de solidarité dans les manifestations, sur les terrains de sport, les couvertures de magazines et même au Congrès. Dans un tweet publié en 2014, quelques jours après le scandale No Angel, le journaliste Jamel Bouie, qui soutient Black Lives Matter, rappelait que personne ne décrirait les jeunes enfants blancs comme des mauvais gamins pour avoir fumé de l'herbe ou écouté du rap, et certainement pas s'ils étaient tués par la police. Mais cette question de l'innocence est un piège même pour le mouvement antiraciste. Malheureusement, pour des raisons tactiques, il est plus facile de commencer une campagne lorsque la victime est innocente, voire irréprochable, que lorsqu'elle est coupable. Mais le mouvement Black Lives Matter s'est continuellement opposé à la politique de respectabilité. Pour eux, ce discours moralisateur qui encourage les groupes minorés à se conformer aux codes sociaux dominants est toxique. L'argument selon lequel le comportement ou l'apparence de la victime aurait une influence sur les policiers occulte évidemment largement la dimension structurelle des inégalités et du racisme. Ni les vêtements, ni la coiffure, ni les goûts musicaux ne sont des indicateurs de criminalité. Et d'ailleurs, les contrôles d'identité d'un professeur d'université, d'un pasteur ou d'une jeune poétesse devant chez eux montrent que la suspicion permanente des Noirs aux États-Unis traverse les classes sociales et culturelles. Toujours est-il que parmi les antiracistes,
Certains défendent l'idée de mieux se conformer aux règles, d'obéir, de se montrer respectable. C'est une des critiques majeures à l'encontre de Barack Obama. Parmi les dispositifs qu'il avait mis en place, par exemple, il y avait un programme de tutorat appelé My Brother's Keeper, le gardien de mon frère. La philosophie générale encourageait les valeurs comme la famille, la responsabilité individuelle, la bonne conduite. Mais la politologue Keeanga Yamata Taylor souligne que quand Obama parle des pères noirs absents, il ne mentionne jamais les disparités dans les arrestations et dans les condamnations qui sont responsables du nombre disproportionné de pères noirs manquant à l'appel. Et il ne résout rien au problème des inégalités. Le journaliste Michael Denzel Smith, quant à lui, ironise. Trayvon Martin avait un père, Jordan Davis avait un père, Michael Brown avait un père, Tamir Rice avait un père. Avoir un père ne protège pas les enfants noirs de l'Amérique. Pour lutter contre les violences policières, il ne faut donc pas apprendre aux Noirs américains à mieux se conformer au code dominant, mais déconstruire les stéréotypes racistes qui en font des criminels et des cibles permanentes aux yeux des policiers. Les médias sont encore loin d'une représentation équilibrée des violences policières. Trop souvent encore, les victimes sont examinées comme si elles étaient coupables et l'usage de la force par les policiers présenté comme légitime. Mais des progrès, timides, mais des progrès quand même, sont faits. De plus en plus de journalistes et éditorialistes non blancs intègrent les rédactions et autres institutions majeures. Le nombre d'articles consacrés aux questions raciales a augmenté. Des projets d'ampleur ont été menés, comme la base de données du Washington Post qui recense les personnes tuées par la police, ou le projet 1619 du New York Times qui retrace la fondation de la nation américaine au moment de l'esclavage. Pour que les représentations caricaturales des Blancs changent, il faut qu'ils ne soient plus systématiquement les narrateurs, ni au centre des récits, que ce soit dans la presse ou dans la fiction. En ce sens, les évolutions du côté du cinéma, de la télévision et du streaming sont cruciales. Faire émerger des réalisateurs non blancs et décentrer les points de vue, proposer des rôles moins caricaturaux et plus variés aux acteurs et actrices non blancs, cela peut paraître hors sujet, mais cela fait partie de la lutte contre la déshumanisation des Noirs et donc contre les violences policières. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un prochain épisode de Stop Killing Us consacré aux violences policières aux États-Unis.